Allez, on est toujours ensemble en direct et quand il n'y a pas de jingle, il y a toujours le présentateur qui enchaîne et on est ensemble, bien sûr, on vous le rappelle, jusqu'à 18h. Comme chaque après-midi, il est 16h35 pile, c'est l'heure de notre club BFM Crypto, les meilleurs spécialistes français des cryptos sur ce plateau en direct chaque après-midi. Vous pouvez nous suivre à la télé, à la radio bien sûr aussi et le replay, également notre chaîne YouTube, BFM Crypto que vous pouvez bien sûr consulter à tout moment de la journée. Ils sont là nos experts. Pauline Armandet, bonjour Pauline. Bonjour et Guillaume. La newsletter BFM Crypto, disponible dès 18h tout à l'heure, comme chaque lundi. Pauline, toujours gratuite cette newsletter. Toujours gratuite. Chacun peut donc s'abonner. William O'Rourke également nous accompagne. Bonjour William. Bonjour Guillaume. Beaucoup de questions sur les cryptos, l'écosystème, la régulation. Vous êtes William, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. On va parler dans un instant du stablecoin de Binance, le BUSD, sous pression peut-être aux États-Unis. Vous nous expliquerez tout dans un instant. C'est Paxos, c'est ça, je me trompe pas, exactement, qui ne peut plus émettre ce stablecoin. Voilà, minter comme on dit dans Exactement. l'écosystème ce stablecoin. Vous nous expliquerez tout et quels impacts cela pourrait avoir. Il y a 1001 questions à vous poser. Et puis Vincent Bois nous accompagne également pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis de vous retrouver en direct Vincent pour regarder ce que les cryptos, les cours des cryptos ont dans le ventre pour la suite. On a eu un super début d'année sur le Bitcoin comme sur les marchés traditionnels. Ça se calme un peu depuis quelques jours. Quel potentiel pour la suite? On a un Bitcoin aujourd'hui sous les $22 000, 21 658 précisément à l'instant même, Vincent. Alors en effet, le retour en arrière pour le moment, une consolidation bien méritée, après cette hausse de près de 40% depuis le début de l'année. On est allé chercher ici sur un niveau assez psychologique, les 21 400, on l'a testé vendredi, on l'a testé encore cette nuit. C'est le niveau qu'on avait atteint juste avant la chute liée à FTX, donc un niveau technique à surveiller. Sous ce niveau, on va chercher le niveau qu'on a cité plusieurs fois, le niveau psychologique majeur sur le Bitcoin, l'ancien plus haut historique, les $20 000, 19 700, $20 000. Donc si on vient casser ces 21 400, testé à plusieurs reprises, on va aller probablement chercher les 19 700, les $20 000. Et c'est à ce niveau-là, une nouvelle fois, que la tendance pourrait se déterminer. Est-ce que c'est simplement un retour en arrière, plutôt sain, pour reprendre une tendance haussière et aller tester de retrouver les 25 000 $, ou au contraire, une cassure de ce seuil psychologique des 20 000 et donc une reprise de la tendance baissière, puisque une hausse de 40%, c'est la troisième que l'on voit depuis le début du bear market, le marché baissier. Depuis novembre 2021, on a eu 3 rebonds de plus de 40% qui ont tous donné lieu à un retour baissier. On verra donc, pour moi, sous les 21 400, vers les 20 000, si c'est le cas, ou si au contraire, on tente de rebondir. Et on l'a vu justement, l'inflation demain aux États-Unis ou encore Binance, pourrait être au-delà des graphiques un déclencheur ou non de cette tendance baissière. Sur l'Ether, quel potentiel? Même question après le début d'année assez incroyable pour l'ensemble des cryptos et dont l'Ether a aussi profité. Est-ce que vous estimez que d'un point de vue technique, on a des signes d'essoufflement éventuellement durables pour la suite, Vincent? Même observation. Alors ici, on est un peu plus proche de ce niveau psychologique majeur, puisqu'on a parlé des $20 000 ou presque de l'ancien plus haut historique sur le Bitcoin. Ici, celui qui correspond sur l'Ether, ce sont les 1400, 1420 $. Donc pour le moment, on se maintient, mais on est tout juste sur cette barrière, justement, sur ce support important, moyenne mobile, mais également au niveau psychologique. Donc, pour le moment, c'est simplement une respiration. Et de la même façon, c'est sur les 1400 $ que tout va se jouer au niveau technique. Pour les mêmes raisons que le Bitcoin, il y a également, au-delà des graphiques, des éléments déclencheurs. Mais ici, 1400, 1420 $, sous ce niveau, attention à la reprise de la tendance baissière qui pourrait nous amener bien plus bas. Si on se maintient, la hausse, ce sont les 1700, 1730 $ qui ont mis en échec déjà il y a quelques jours, quelques séances, la progression de l'Ether. Et donc, si on se maintient sur les 1400 et qu'on parvient à rebondir, il faut encore une fois franchir cette barrière des 1700. Donc pour le moment, attention, moi je suis toujours plutôt sur une poursuite de la baisse, mais pour le moment, on est encore en hésitation tant qu'on se maintient au-delà des 1400. Vincent Bois avec nous pour IG. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Ces seuils techniques ne constituent pas des recommandations d'investissement. On rappelle à tous ceux qui nous suivent, et il faut investir en crypto, que l'argent que l'on est prêt à perdre, ça on le répète aussi à chaque fois. D'autant que l'écosystème reste bien sûr très volatile, sujet à de nouvelles régulations éventuelles. Tiens, c'est ce qu'on observe peut-être aujourd'hui. En tout cas, le BUSD de Binance semble dans le collimateur des autorités américaines. William O'Rourke nous accompagne, Pauline Armandet également en plateau avec nous. Oui, dans le collimateur au point, William, que Paxos ne pourra plus émettre le stablecoin de Binance? Oui, c'est plus qu'un collimateur du coup.
Non, en effet, voilà, on a appris, et ça a été une news assez brutale, que Paxos, donc, qui est on va dire, pour faire simple, un émetteur de stablecoin, qui a une réputation d'être un acteur assez sérieux et assez régulé, a reçu l'ordre. Alors, on n'a pas de détails sur pourquoi, quel est l'objectif, même l'objectif long terme du gendarme américain là-dessus, mais a reçu l'ordre de cesser en fait toute relation avec Binance et d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Je rappelle que c'est un stablecoin qu'on appelle fiat peg, c'est-à-dire attaché à de la monnaie ayant cours légal. Oui, on n'est pas sur de l'algorithme, quoi. Voilà, Paxos avait $1 sur ses comptes pour pouvoir émettre un jeton qui représentait du coup $1. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Pourquoi le BUSD de Binance et pas le USDC de Circle ou le USDT de... Alors, vous me direz, pourquoi s'attaquer à ce stablecoin-là plutôt qu'à un autre? Est-ce que c'est une action plus large contre Binance qui vise à un peu chasser peut-être du marché américain un acteur qui n'est pas historiquement en très bon terme avec ces régulateurs-là? C'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais en tout cas, c'est une grosse news d'un point de vue réglementaire. C'est une grosse news pour Binance, c'est un gros problème pour Binance. Binance dépend énormément de ce stablecoin ou pas? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point c'est peut-être systémique ou pas pour Binance? Honnêtement, je ne sais pas et je ne pense pas que ce soit systémique pour Binance. Par contre, là où c'est intéressant, parce que Binance, en fait, émet une partie de ses BUSD via Paxos, notamment ceux qui sont sur Ethereum par cet intermédiaire-là, mais peut émettre d'autres BUSD par d'autres moyens. Le truc, c'est que Paxos était quand même un peu une référence en termes de réglementation. Donc là, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a un écart qui se creuse entre des solutions régulées qui sont de plus en plus lointaines, en fait, et de plus en plus compliquées, et des solutions peut-être moins régulées, plus offshore, qu'on a envie de laisser un peu derrière nous, mais qui malgré tout restent aujourd'hui indispensables pour ce type de service. Qui d'autre émet le stablecoin de Binance? On citait pas Paxos, mais vous nous disiez Binance peut se passer c'est pas facile à prononcer, peut se passer de Paxos pour émettre son stablecoin. Je sais que sur la Binance Smart Chain, ils émettent aussi leur stablecoin, et je ne sais pas par quel intermédiaire ils passent, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font en interne. Bon, on va suivre ça de super près, mais on imagine que si Paxos n'a plus le droit d'émettre des stablecoins de Binance, d'autres pourraient ne plus avoir le droit non plus assez rapidement. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que ce stablecoin, il y a beaucoup d'autres stablecoins sur le marché qui ont exactement les mêmes caractéristiques techniques et qui, logiquement, devraient s'inscrire dans un cadre réglementaire assez proche. Et c'est pour ça que j'arrive pas très bien aujourd'hui à savoir quel est un peu l'objectif de cette action. En sachant que, de manière plus globale, et on y reviendra peut-être sur d'autres sujets, c'est que c'est aussi une des illustrations assez frappantes de la manière de réglementer à l'américaine. C'était ce qu'on appelle la regulation by enforcement. Les Américains régulent en sanctionnant, alors que nous, on a tendance à réguler en créant des textes. Et ça, c'est très intéressant de voir la différence aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis là-dessus. Oui, culture de jurisprudence peut-être un peu plus aux États-Unis. De cow-boy et de shérif, en l'occurrence. Shérif en l'occurrence, exactement. Alors justement, on va rester aux États-Unis puisque le régulateur américain a aussi prononcé une amende contre Kraken. Kraken ne peut plus faire de staking en l'occurrence, et ça aussi, ça a été une surprise. C'était en fin de semaine dernière, et on a cette question de Silver. Pourquoi le régulateur américain a-t-il prononcé une amende de $30 millions contre Kraken et ses produits de staking? Plus l'interdiction de fournir ce service. Il faut savoir que le staking, aujourd'hui, au sens strict du terme, c'est le fait de participer à la validation des transactions sur une blockchain qui utilise ce type de mécanisme. Donc c'est une activité en fait qui n'est pas stricto sensu financière, c'est une activité qui est souvent qualifiée un peu d'industrielle ou d'économique. Et c'est pour ça qu'il y avait, par exemple en France aujourd'hui, le staking n'est pas quelque chose qui est régulé par l'AMF en tant que tel. Enfin, je l'explique pour poser un peu le contexte. On n'est pas sur des produits financiers évidents, quoi. D'où la surprise de voir le régulateur sanctionner comme ça Kraken. Ils ont considéré que Kraken, en fait, fournissait un produit dans lequel il mettait en avant un rendement et dans lequel surtout il gérait à la fois économiquement et pas seulement technologiquement, il gérait un peu les fonds des clients et il gérait cette activité de staking dans le but de produire un rendement. Ce qui du coup correspond un peu à une forme de placement financier. Un petit peu comme si les investisseurs avaient investi justement sur des produits de staking. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits de staking. Il y a Coinbase, donc un des principaux concurrents de Kraken, qui a publié un article sur son blog où ils expliquaient que selon eux, leur solution était beaucoup plus proche d'une solution purement technique, donc moins financière, et qu'ils étaient, eux, à l'abri d'une sanction. On aura la réponse, du coup, j'imagine, dans les prochaines semaines, si la SEC s'en prend à Coinbase, quoi. Donc il y aura stacking et stacking, quoi. Il y aura stacking et stacking. Deux poids, deux mesures. Et il y aura peut-être sanction et sanction, mais ça, c'est une affaire à suivre, quoi.
Bon, écoutez, on va continuer de suivre tout ça de très très près. Pendant ce temps, en France, en Europe, on s'enorgueillit en effet d'avoir peut-être plus de textes que les Américains, un peu plus d'avance dans la régulation, mais des questions qui demeurent. On a vu encore ce vote la semaine dernière en commission mixte paritaire à l'Assemblée sur l'avenir des entreprises de l'écosystème crypto en France. Alors finalement, l'agrément PSAN n'est pas obligatoire dès cette année pour les nouveaux entrants, mais enfin quand même un enregistrement renforcé. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle ? C'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, enfin là-dessus, moi j'ai un point de vue assez indépendant, je pense, par rapport au reste du secteur crypto qui est plutôt vent debout contre cette. Et je le comprends parce que. Même contre l'enregistrement renforcé, qui évite l'agrément obligatoire. Oui. Alors, même ça les inquiète. Non, mais la solution idéale pour l'industrie, c'était rien. Rien. C'est-à-dire, MiCA, on reste sur le calendrier initial, qui, je le rappelle, un calendrier. On commence à bouger fin 2024 et les dernières personnes agréées ou régulées par MiCA le seront en 2026. Bon, le problème, c'est que ce calendrier-là, il est trop long dans les yeux du régulateur et du législateur. Et aujourd'hui, on part sur une option qui est un espèce d'enregistrement renforcé. Ce qui est une bonne chose dans l'absolu, parce qu'il ne faut pas oublier que la réglementation, c'est aussi la condition pour protéger les épargnants et pour démocratiser la technologie et les cryptoactifs. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans et ce qui me surprend, c'est qu'on crée des régimes intermédiaires. Enfin, il y a un côté un peu usine à gaz, quoi. On va passer de enregistrement à enregistrement renforcé, à agrément, tout ça dans un espace de 18 mois. Il ne faut pas oublier que, à la différence des Américains qui, eux, ont des textes très flous, mais des régulateurs très actifs, nous, on a beaucoup de textes très précis, mais on a des régulateurs qui ont du mal aujourd'hui, qui ont peu de moyens, en fait, pour appliquer la réglementation de manière satisfaisante. Pas tellement pour sanctionner les acteurs, mais je pense notamment pour enregistrer ces fameux acteurs. Aujourd'hui, l'AMF a beaucoup de retard, et il y a un décalage quand même assez important entre ce qu'on voit sur le terrain, si vous voulez, et les débats qui sont à l'Assemblée, très lyriques, très beaux, mais où on vous explique qu'on va mettre en place des régimes à droite à gauche, alors qu'en fait, en réalité, c'est même pas sûr qu'ils puissent techniquement être mis en place, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme sur le plan législatif, il y a des lois et puis on n'arrive pas forcément à les appliquer parce qu'on ne va pas contrôler chacun, on n'a pas les moyens de contrôler chacun. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de recrues du coup à l'AMF par exemple pour contrôler que chacun respecte bien le cahier des charges lié à l'enregistrement renforcé, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a un retard des régulateurs par rapport à la demande ? Il y a un ensemble de facteurs en fait, et c'est évidemment pas que de la faute du régulateur. Je pense que déjà c'est une surprise, c'est-à-dire que personne n'aurait pu imaginer en 2019, lors de l'adoption de la loi Pacte et la création du régime PSAN, qu'il y aurait autant d'acteurs, que ça deviendrait une telle industrie si rapidement. Et donc du coup là aujourd'hui, vous avez 60-70 dossiers en cours d'enregistrement devant l'AMF. Techniquement, ils sont 3 personnes pour gérer ça. Donc Mais quand vous dites 3, c'est une caricature ou ils sont vraiment 3 ? Non, je veux dire, après... C'est une caricature, d'accord. Non, il y a différents services. Peut-être ne sont-ils que 3, c'est mais possible. Ils sont peu nombreux, mais encore une fois, moi je dis pas qu'il faut recruter 25 agents pour machin. Mais vous avez aussi un fait, c'est que l'AMF, c'est pas une start-up, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas embaucher 30 personnes. C'est des profils qui sont compliqués à trouver, qui sont compliqués à former, et ça c'est vrai chez les avocats, chez les PSAN, etc. Il y a aussi un autre, faut aussi être lucide avec soi-même, c'est-à-dire que le secteur crypto est un secteur qui part de loin, qui n'était pas régulé il y a 4 ans ou 5 ans du tout. Et aujourd'hui, on applique à ce secteur une réglementation financière et certains acteurs ont beaucoup de mal, prennent du temps. Enfin voilà, donc tout ça fait une espèce de thrombose un peu au sein de l'AMF sur la gestion des enregistrements PSAN. Pauline. Sur ce point, peut-être rajouter que du coup, en fait, c'est un régime qui va notamment s'imposer aux nouveaux acteurs, à ceux qui veulent pouvoir exercer en France. Donc, ça ne concerne vraiment pas tous ceux qui ont déjà obtenu donc, un enregistrement PSAN, comme Binance, Coinhouse, etc. Donc, ça concerne vraiment les nouveaux acteurs qui pourront d'ailleurs s'enregistrer à partir du mois de juillet donc 2023 via ce régime en fait, d'enregistrement renforcé. Ce qui fait qu'en fait, jusqu'au mois de juillet, les acteurs qui veulent obtenir un enregistrement simple pourront, s'ils le font avant juillet, ils pourront obtenir un enregistrement simple, mais à partir de juillet, ça sera l'enregistrement donc renforcé, ce qui fait que en termes de délai, et ce que prévoit donc la loi, c'est que les nouveaux acteurs qui obtiendront cet enregistrement renforcé le seront à partir de janvier 2024. Voilà, en termes juste de calendrier, on va être sur ces échéances-là. Et pour ce qui concerne l'étape au-dessus, ceux qui sont déjà aujourd'hui enregistrés PSAN, la question c'est de savoir lequel obtiendra le premier l'agrément.
Alors celui-là, il fera parler. Question, le premier en France qui obtiendra l'agrément. La question, c'est de savoir si ce sera Binance, si ce sera d'autres. C'est Jonathan Ascovici qui nous disait nous, pour Stackinsat, on est candidat, on a déposé un dossier auprès de l'AMF. Presque, on verra qui parviendra à tirer le premier son épingle du jeu. Et là, il y a un risque de the winner takes all, en quelque sorte. Enfin, voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que après, il y a toujours ce côté, le premier, machin. Bon, ça, ouais. c'est toujours. Ce sera un énorme argument marketing. Exactement, mais surtout, je pense que. Et plus globalement, au-delà des questions d'enregistrement renforcé, d'agrément, etc., c'est que l'agrément est en train de devenir et va très rapidement devenir le nouveau standard. Comme aujourd'hui, on parle des acteurs enregistrés. C'est incompréhensible de ne pas être enregistré quand on est un acteur français dans la crypto. Très rapidement, ce sera. En fait, on est en train de basculer rapidement sur l'agrément, ce qui est une bonne chose et ce qui colle avec l'évolution de la réglementation européenne. Dans un instant, vous tenterez de répondre à Clément qui nous demande s'il peut réserver sans risque un nom de domaine terminant par .eth. ETH comme Ether, c'est une question qu'il a envoyée. Vous nous direz ce que vous en pensez et ce qu'on peut conseiller à cet auditeur. Clément, donc. Et puis Pauline, on va parler aussi d'art. Cette semaine, vous nous proposez dans la newsletter BFM Crypto, chaque lundi à 18h, elle est gratuite, vous pouvez vous y abonner. Vous nous proposez une interview de l'artiste contemporain Ludo. Depuis quelques années, il s'est fait un nom, c'est vrai, dans l'univers de la blockchain. Oui, tout à fait. En plus, Ludo, c'est pas n'importe quel artiste. Il a 47 ans. Il est vraiment connu dans le milieu du street art. Il s'exprime aussi bien donc dans la rue que dans les musées. D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent un peu ou qui le connaissent pas, sa couleur caractéristique, c'est le vert. On va en trouver de cette couleur un peu partout dans ses œuvres. Il est engagé sur plein de thématiques, l'écologie, le pouvoir du peuple. Et puis un jour, donc en 2017, il va découvrir donc la blockchain, ses potentialités, et il va se dire voilà, c'est intéressant de pouvoir lier en fait les thématiques qui l'intéressent, notamment à cette nouvelle technologie. Et il va créer en 2017, et d'ailleurs on voit ici une de ses œuvres. Pour ceux qui nous suivent à la télé ou sur l'appli BFM Business. Tout à fait, l'illustration donc d'une fleur Bitcoin qu'il va au départ appeler en fait RIP Banking System et qu'il va coller sur un mur du 10e arrondissement de Paris, donc en 2018. On voit donc ici cette œuvre. En gros, pour résumer, c'est en gros le Bitcoin qui est représenté sous la forme d'une fleur et en dessous... on dirait un tournesol, je trouve. Enfin bon, allez-y. Ça ressemble aussi à un tournesol. Et en dessous, il va y avoir les tombes des monnaies traditionnelles, donc l'euro et le dollar notamment. Donc Ludo nous explique dans cet entretien, c'était une fleur qui renaissait au milieu de l'argent poussiéreux, avec peut-être l'éclosion d'un nouveau système. Donc ça, c'est ce qu'il considérait notamment quand il a réalisé cette œuvre. Qu'est-ce qu'elle va devenir justement, sa fleur Bitcoin là, qu'on découvre en effet à la radio ou sur l'appli BFM Business. Si vous nous suivez à la télé, il faut aussi nous regarder en images, ça vaut le coup. Ouais, là c'est intéressant. Alors au départ, effectivement, c'était un collage dans cette rue de Paris et dans d'autres rues notamment. Et puis rapidement, comme il va vouloir lier son art physique, on va dire, à l'art digital, il va décider notamment en janvier 2022 de vendre 2009 NFT Bitcoin Flower. Donc 2009, pourquoi ? Donc en référence à la date de la création de la blockchain Bitcoin et puis ensuite de la crypto-monnaie Bitcoin. Ces NFT, ils vont partir super rapidement, en 12 secondes. Parce qu'il avait déjà une communauté qui s'intéressait notamment à cette problématique, notamment des crypto-monnaies et de la blockchain. Et puis, au-delà de la vente de ces NFT, parce qu'effectivement, il faut bien vivre quand on est un artiste, il va créer aussi toute une communauté autonome décentralisée, donc une DAO, qui va pouvoir prendre en fait certaines décisions à travers des votes, sur la blockchain. Sur quoi ? Sur la couleur de la fleur ? En fait, la DAO va prendre des décisions par rapport à des projets artistiques qui vont être proposés, notamment via cet artiste Ludo, et dont certains premiers projets vont être proposés notamment cette année. Les pétales de la fleur sur la blockchain s'animent en temps réel, c'est ça, selon l'évolution des cours du Bitcoin, c'est l'idée aussi. Et effectivement, les pétales de cette fleur s'animent, et c'est un concept qui est totalement novateur, parce que dans l'écosystème NFT, on peut trouver toutes sortes de projets, mais lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était vraiment de montrer ce qui se cache aussi derrière la blockchain, derrière son utilité, la crypto-monnaie Bitcoin et tout son fonctionnement. Oui, c'est ça. Et une communauté, en effet, à travers une DAO ou un DAO, je ne sais pas comment on dit. Je dirais bien une DAO. Une. Bon, voilà. Pour montrer qu'il ne s'agit pas juste de faire des gens de sa communauté, une communauté d'acheteurs ou de vendeurs. L'idée est aussi, à travers cette DAO, de montrer la philosophie
dont les bitcoins et dont les cryptos sont imprégnés, à savoir l'idée de la décentralisation, etc., etc. Bref, par ce cas pratique de la DAO, voilà, montrer la philosophie qu'il y a derrière et qui inspire cet artiste. C'est l'idée. Il veut effectivement aller plus loin que cet aspect aussi qu'on peut trouver assez spéculatif sur l'écosystème NFT. Et parce que oui, vraiment, ce que nous explique Ludo dans cet entretien qui paraît sur BFM Crypto, c'est que vraiment pour lui, ce qui est important, c'est la communauté et qu'est-ce que aussi la communauté peut apporter au monde artistique. Et il va vouloir aussi, il va partager certains projets avec cette communauté, notamment ceux qui ont acheté ces NFT Bitcoin peuvent se prononcer sur certains projets artistiques. Bon, c'est quoi les prochains projets pour Ludo ? Alors le prochain projet, c'est le lancement donc d'une plateforme qu'il appelle de minting, où chaque projet en fait sera soutenu par sa communauté avec des votes. Et première production en collaboration avec Clown Skateboard, une marque anglaise qui a travaillé avec l'artiste Banksy, donc c'est pas n'importe qui. Et en gros, ils vont lancer la vente de certains NFT qui seront donc accessibles via cette DAO et qui donneront des accès privilégiés aux acheteurs de ces NFT. Un artiste engagé dans cet univers NFT, l'avocat que vous êtes, William O'Rourke, Orwell avocat, ça vous inspire quoi tout ça ? Vous avez envie de vous dites quoi ? Vous dites ça contribue à donner une image un peu baroque de la chose ou au contraire ça pas du tout. Moi je suis très on en parlait d'ailleurs avec Pauline avant d'entrer sur le plateau. Nous au cabinet on accompagne certains artistes et d'abord parce qu'on s'intéressait à leur art parce qu'à l'origine je rappelle tout ça n'était pas, il n'y avait pas de finance, il n'y avait même pas de sujets fiscaux. Je pense notamment à un artiste comme P-Boy qui est un artiste je pense assez proche de Ludo d'ailleurs dans la philosophie et qui a créé notamment la Chapelle Sixtine, qui est une représentation de la Chapelle Sixtine sous forme de NFT, qui a créé aussi une œuvre que je trouve intéressante pour aller toujours dans cette hybridation entre l'art et la technique. Il avait créé une œuvre où il avait caché le mot de passe qui permettait d'accéder à la crypto-monnaie dans l'œuvre, ce qui avait entraîné du coup une chasse au trésor à Paris à l'époque, on était en 2018, c'est vrai. à laquelle j'avais participé sans succès évidemment. en bon avocat, j'étais nul en maths et en énigmes. Mais non, donc moi je pense que c'est quelque chose de très bien et de très intéressant et ça permet de s'intéresser à cette technologie sans passer par la case finance, ce qui est une bonne chose je pense. Il nous reste 30 secondes pour répondre à cette question. Clément, puis-je réserver sans risque le nom de domaine .eth comme Ether, d'une marque, par exemple Coca-Cola.eth? Vous en avez souvent des questions comme ça, William? On en a actuellement. Il y a beaucoup de marques. Alors nous, on est principalement consultés par des marques, donc mais ça me permet de répondre à Clément, qui voient en fait leur nom ou leur marque squattés par des gens qui donc réservent ces noms de domaine, c'est des Ethereum name, c'est comme des noms de domaine sur Ethereum. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça parce que c'est de la contrefaçon. Donc c'est exactement comme si vous voliez le droit d'auteur ou la marque de quelqu'un d'autre, exactement comme avec un nom de domaine. Et si en plus, alors si vous le faites comme un individu, un particulier, on en reste là. Mais si vous êtes une société et que vous avez une activité qui est concurrente, vous allez rentrer en plus dans d'autres infractions de concurrence déloyale et de parasitisme. Donc la réponse est nouvel outil, oui, mais infraction assez ancienne en fait. Merci à tous les deux. Notre club BFM Crypto, chaque jour sur BFM Business. William O'Rourke, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto, 18h tout à l'heure. Si vous souhaitez la consulter, vous pouvez bien sûr, chacun d'entre vous, vous abonner gratuitement à tout à l'heure dans cette newsletter. Donc Pauline, merci William, à très bientôt, bon retour. Et Vincent Bois qui nous accompagnait aussi tout à l'heure pour IG.